RMC. Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh, mortel. Donne-moi ton short. Basket Time. Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges. Pierre Dorian. Basket Time sur RMC, c'est la rentrée de Basket Time et c'est une rentrée très attendue parce que l'actu est folle, parce que les Bleus nous ont offert un fiasco à la Coupe du Monde. Alors la Coupe du Monde n'est pas terminée, on va y revenir, mais en tout cas, on va essayer de comprendre cet échec et puis se donner des raisons d'y croire avec la Dream Team. La Dream Team qui a la tête au fond du seau, n'ayons pas peur des mots. Stephen Brun. Bonjour. Salut mon petit Pierrot. Frédéric Weiss, bonjour. Et Arnaud Valadon qui est toujours à Jakarta pour la Coupe du Monde puisque les Français vont disputer des matchs de classement. Salut Arnaud. Salut les amis. Salut Arnaud. Une précision tout de suite, nous enregistrons ce podcast au moment où les Bleus affrontent le Liban. Et c'est pas brillant. Pour la qualif. C'est pas brillant, mais bon, on va pas tirer d'enseignement de ce match puisque déjà il se déroule dans des conditions très particulières, il n'y a plus d'enjeu. Oui, il n'y a plus d'enjeu, mais il y a quand même on a quand même l'équipe de France, Pierrot. Il y a quand même un statut à respecter. Évitez d'avoir plus la honte. Alors je veux bien. La honte quand t'as pris 30 dans le match d'ouverture et que t'as perdu contre les Lettons, elle tu peux est... toujours t'enfoncer, tu sais. Tu sais que tu peux toujours creuser plus bas, plus profond, Pierrot. La loi de Murphy. Alors évidemment, si jamais il se passe quelque chose de significatif dans ce match, on prendra le temps de s'y arrêter avec Arnaud, mais le but c'est surtout d'essayer de comprendre ce fiasco. Spécial fiasco de l'équipe de France, voici les thèmes. À qui la faute, tout simplement. Et il y a des infos fraîches qu'on va vous donner tout de suite. Et puis comment rebondir après cette gifle, parce que l'objectif ultime de cette équipe de France reste les Jeux Olympiques de Paris. La chance que l'on a, c'est d'être déjà qualifié pour les JO, parce que sinon c'était cuit bye bye les JO. Oui, parce qu'il y a 2 places pour des nations européennes. Bon on aurait été mort. On était pas bien. Et puis la Coupe du Monde, c'est quand même aussi l'actu, donc vous me donnerez chacun vos coups de cœur et vos coups de gueule sur ce début, ce premier tour qui est à peine fini, enfin qui n'est pas fini même, dans cette Coupe du Monde. Le quiz sera réservé à des questions fiasco ou surprise dans le basket. Voilà, c'est un peu large, c'est pas juste les fiascos. Fiasco ou surprise. Ouais, fiasco, grosse surprise, ça peut être des Donc surprises la question, c'est, aussi positives. Est-ce que c'est une surprise? Voilà, c'est la seule Ça va question être du quiz. super Loupé, est-ce qu'il y a loupé fiasco? Non, c'est fiasco ou surprise, vous allez voir, c'est assez large. Je m'autorise des petites libertés dans ce quiz, vous avez remarqué déjà. Ouais, Oui. donc, Il y a une charade, Il n'y a pas de charade. Je vous rappelle qu'un jour, j'ai fait un quiz sur les mecs qui avaient une initiale en majuscule dans leur nom ou leur prénom. Qu'un jour, tu as fait un quiz animalier, je crois, sur. C'est vrai. Ça va revenir. Sur les Grizzlies, notamment. Les Grizzlies, ouais. Ouais, mais ça va revenir dans la saison, vous Les inquiétez pas. cigognes aussi. Sur les cigognes. Les Pelicans. Les non. Allez, c'est un spécial fiasco de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et évidemment, cette saison encore, vous téléchargerez Basket Time tous les mardis sur rmc.fr. Evan Fournier qui remonte, 2 points de retard. La faute sur Fournier, elle n'est pas sifflée avec Gershon. Francisco à 3 points. Il reste 1 seconde. C'est raté. On est éliminé. C'est fini. La France est éliminée de la Coupe du Monde. Après 2 matchs de poule seulement. La défaite 88-86. Les têtes passe Nicolas Batum. Evan Fournier. C'est incompréhensible ce qui se passe. C'est un séisme ici en Indonésie. L'équipe de France, vice-championne d'Europe, vice-championne olympique, est éliminée de la compétition. Ils ne verront pas le 2e tour. Ils auront encore un match de poule et des matchs de classement. Mais c'est incroyable ce qui se passe. La France est dehors. Personne ne l'avait vu venir. Quel camouflet pour le basket français à 1 an des Jeux Olympiques. C'est une claque monumentale que vient de recevoir l'équipe de France de basket. Le seul avantage de cette élimination, c'est qu'on aura entendu Arnaud Valadon se transformer en dragon de Komodo. Il était énervé, il était affolé. En varan, en varan. Non, dragon de Komodo, ça se dit ça, non? Ouais, ça se dit, oui, bien sûr. Je crois. C'est Il va rendre, moi. un varan. Très dangereux. Le dragon de Komodo, c'est un varan, c'est ça, non? Exactement. Il est vraiment bon sur les animaux, Fred. Mais- Ça, c'est les mecs qui font les insomnies et qui regardent TF1 à 3h. TF1 à 3h du mat. Eh ben, vous avez raison, c'est exactement ça. Bon, je suis content de voir que vous avez gardé un peu de bonne humeur parce que là, franchement, on avait la tête au fond du seau et honnêtement, on l'a encore un peu. Après l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde, pour des Bleus qui visaient l'or, tout simplement, c'est le feu. Et on va vous donner des infos fraîches parce que c'est sûr qu'il y a eu les premières réactions avec notamment Nico Batum qui a fusillé un peu tout le monde. Mais ça n'est pas fini parce que pour
le 3e match de l'équipe de France face au Liban. Il y a des forfaits dont on ne sait pas vraiment s'ils sont réels ou diplomatiques. Dis-nous tout, Arnaud, toi qui es toujours sur place à Jakarta, que se passe-t-il en équipe de France ? Alors 3 joueurs ne sont pas en tenue, ce qui est problématique, c'est sur le même poste, c'est-à-dire que Rudy Gobert ne joue pas, se plaint de la cheville. C'est vrai qu'elle avait un petit peu tourné contre la Lettonie. Il y a également Mustapha Fall qui a une rage dedans. Vincent Collet a dit que ça faisait déjà 2 jours qu'il était ennuyé par ça. Et Mathias Le Sort, problème à la cheville, c'était pour se préserver. D'ailleurs, Mathias Le Sort est officiellement out jusqu'à la fin de la compétition. Il y a peut-être un petit espoir de voir Rudy Gobert jeudi lors d'un match de classement. Mathias Le Sort qui n'avait pas joué la préparation à cause de ce problème de cheville. Le Panathinaikos faisait aussi un forcing, c'est son nouveau club pour ne pas prendre de risques. Et finalement, Le Sort avait joué. Donc là, on va dire que c'est plus mesure de précaution. Ces 3 joueurs sont sur le banc de l'équipe de France. Alors que Mustapha Fall ait la rage, oui, mais que ce soit des dents, c'est pas sûr. Hein. Je pense qu'il a la rage. Après, bon, on attendra. Juste ton sentiment, Arnaud, parce qu'on va pas balancer des infos sans avoir vérifié. Mais est-ce que ça sent, entre guillemets, le règlement de compte ou les défections, justement, parce que les joueurs ont la rage, qu'ils ont des griefs les uns contre les autres ou avec le staff ? C'est dur à dire. Alors déjà, hier, Boris Dio nous avait dit, hier lundi, avait dit à notre micro, non, pas à sa connaissance, de joueurs qui ne voulaient pas jouer. On peut déjà mettre un petit bémol là-dessus. On sait que peut-être que Rudy Gobert ne veut pas se blesser sur un match qui compte pour du beurre avec une saison NBA qui arrive. Voilà. C'est très compliqué pour l'instant de voir. En tout cas, ils sont au moins là. Ils sont pas arrivés. Ils n'étaient pas là pendant l'échauffement. Ils sont venus juste au moment où la Marseillaise est arrivée. Après, écoute, on va faire notre travail et essayer d'informer pour voir ce qui se passe. Ils sont obligés d'être là. On va pas surinterpréter le moindre détail de Rudy Gobert et Mousfal. On en aura. Je pense que Jean-Pierre Suta va pas tarder à prendre la parole, le président de la Fédé. C'est prévu mercredi matin. Voilà, mercredi matin, il fera le bilan de la compète et puis s'il y a des choses à dire, il le dira. Maintenant, écoute. Alors, la question qu'on pose, à qui la faute ? Qui incriminez-vous en premier ? Est-ce que forcément dans ces cas-là, c'est les joueurs qui vont prendre en toute logique, Fred ? Logiquement, les joueurs sont sur le terrain. Donc pour moi, si je devais incriminer quelqu'un au départ, c'est les joueurs. Après, il y a plein de conditions, il y a plein de choses qui me font dire que rien n'était fait pour que ça se passe bien. Alors quoi ? Déjà, quand Franck Ntilikina se blesse, pour moi, c'est une catastrophe. Ah bon ? Parce que si tu le remplaces poste pour poste, ça peut aller. Mais si tu le remplaces pas poste pour poste, tu te retrouves avec 2 meneurs. Nando, qui n'est pas vraiment un meneur, même s'il est capable de faire le taf. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement qu'il est meilleur quand il est en poste 2. Et ensuite, Sylvain Francisco, qui est un joueur qui ne connaît pas ce niveau mondial. Je me dis que ça fait un petit peu léger. Pour moi, il me manque à Andrew Albici et on va me répondre oui, mais Andrew Albici est trop petit. Ouais, sauf que il va quand même avec 2 meneurs trop petits parce que Francisco est trop petit et que comme t'as pas de remplaçant, c'est la même. Donc pour moi, déjà au poste de meneur, on a une vraie problématique. Problème déjà de sélection, donc Vincent Collet là. Pour moi, oui. Concrètement, je pars pas avec seulement 2 meneurs et l'épreuve en est. Finalement, contre la Lettonie, quand Nando sort, je pense que la plupart des gens du basket se sont dit, c'est fini en fait. Mm-hmm. Donc concrètement, déjà, de ce point de vue-là, ça me paraît compliqué. Après, on peut parler de la préparation, on peut parler de plein de choses. Mais après le niveau global de cette équipe, est-ce qu'on s'est menti ? Je sais pas si on s'est menti. Alors les gens nous disent oui, on est vice-champion d'Europe, il faut se rappeler du niveau. Oui, le jeu proposé était immonde. On est passé par 2 trous de souris à chaque fois. Faut être capable de le faire. Tu perds en 8e, c'est la même. Oui, c'est la même. Et par contre, c'est chaud. Après, si tu perds en 8e, peut-être que ce qui se passe aujourd'hui n'arrive pas. Peut-être que cette médaille a peut-être voilé la face. Mais enfin, on a quand même été vice-champion d'Europe. Qu'on me dise on joue la Pologne en demi-finale, c'est cadeau. Enfin, on n'est pas non plus responsable de ce qui se passe. Non, mais il faut toujours les gagner les matchs. Et voilà. Après, non, c'est pas de ta faute, mais tu peux t'imaginer que c'est un trompe-l'œil quand même. Oui, l'Espagne, on n'existe pas, mais après, il y a Tokyo un an avant, où là, on joue quand même bien au basket. On joue bien au basket, mais quelque part, tu te prends le panier de Prepelic. T'es plus en train de faire la même chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est de la fiction. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas de marge non plus. T'as jamais eu de marge. Donc ça veut dire que bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas vraiment de marge, et tu te rends compte que quand tu mets pas les mains dans le conduit. Et arrive ce qui arrive, on défend pas, on prend pas de rebond, on perd des ballons, et etc. Mais est-ce que aussi l'équipe a pas vieilli depuis Tokyo ? Est-ce que Nicolas Batum, Rudy Gobert, Evan Fournier ont toujours autant d'atouts ? Est-ce que je sais pas moi, est-ce qu'il n'y a pas une génération manquante ? J'ai l'impression que le seul de la génération intermédiaire, c'est Gershon Yabusele dans cette équipe. Oui, moi je trouve le truc criant sur cette compétition, c'est
manque de cohésion en fait. J'ai pas eu l'impression que les mecs s'aimaient. Je te parle pas d'aimer, d'amour, mais s'apprécier en fait. J'ai pas eu cette Sportivement et collectivement. Oui, collectivement. J'ai pas eu l'impression que les mecs aient envie de se battre pour le pote, d'avoir confiance au pote. Alors il y a cette petite altercation Evan Fournier, Sylvain Francisco. Je trouve qu'on en a fait beaucoup parce que Evan estimait qu'il était chaud, bouillant, et que Sylvain est un peu le rookie, et que sur les fins de possession, c'est Evan qui doit avoir le ballon. Ça fait partie du jeu. Ça arrive tout le temps dans les préparations. Peut-être qu'Evan a surréagi, peut-être que l'image, elle est pas. Pour moi, ça c'est anodin, mais j'ai pas senti l'union sacrée, en fait. J'ai pas senti l'union sacrée. Mais depuis le départ, en fait, moi, ce qui me pose le problème, c'est qu'on n'a pas eu besoin de chercher l'union sacrée parce que notre préparation était trop simple, en fait. Oui, exactement. Et de ce fait, on s'est pas mis en difficulté, on n'a pas eu à affronter ce genre de problème. Et quand les problèmes arrivent, c'est trop tard. Tu tapes contre le Canada, qui tape très dur. Et ce qui est marrant, c'est que c'est Moti Younas, qui est l'intérieur, qui joue à Monaco et qui est avec les Lituanie, qui, on demande, vous avez suivi la mésaventure française, ils sont éliminés, comment vous expliquez ça? Et Moti Younas, qui a quand même joué 2 fois la France en prépa, il dit peut-être que leur préparation n'était pas si bonne que ça et qu'ils n'ont pas affronté des gros adversaires. Donc tu vois, c'est marrant, peut-être qu'il fait de l'humour, mais peut-être aussi qu'il y a un brin de réalité, parce que la véritable... C'est qui en prépa déjà, Arnaud? On a affronté la Tunisie. Alors on a affronté la Tunisie à Pau. Ensuite, on est allé à Montpellier jouer le Monténégro. On est remonté à Orléans jouer le Venezuela et la Lituanie. Le lendemain, on partait à Vilnius en Lituanie jouer un match pour revenir à Paris. 2 jours après, direction l'Asie, le Japon, pour jouer le Japon et l'Australie, le tout dans un laps de temps très court. Je vous parle entre le 28 juillet et le départ en Asie, c'était le 14 août. Et parce que la préparation a été raccourcie, parce que les joueurs NBA, suite au nouvel accord avec la Fédération internationale, sont disponibles un moins de jours de mise à disposition. Et on a quand même, j'ai pas fait le tour du monde, mais pas loin. Donc ça fait forcément, quand on voyage, on s'entraîne pas. Et juste, je vous écoutais, il y a un paramètre qui... Alors vas-y Arnaud, toi tu es sur place, tu as peut-être une vision différente. Qu'est-ce qui pour toi fait partie des raisons principales de ce fiasco? Je pense que les joueurs ne sont pas assez prêts et qu'il y a une espèce de suffisance de dire l'année dernière l'Euro, on jouait pas bien, mais il y a le retour de Nando De Colo, il y a le retour de Nicolas Batum, ils étaient ce qu'on avait dit l'an dernier. Vous allez voir, ça va bien se passer. Mais je pense qu'il y a une espèce de suffisance de se dire que parce qu'il y avait ces 2 tauliers de retour, ça allait suffire à retrouver du lien collectif, aussi bien en attaque et en défense. On a vu que c'était tout simplement la catastrophe. Même là contre le Liban, on va me dire la motivation est 0, on défend pas très bien, mais en attaque, ça a été... j'ai jamais vu une équipe de Vincent Collet aussi mal jouée. Et c'est pour ça que je dis, il y a quand même un souci. Et c'est vrai que dans les signaux collectifs, il y a un joueur qui fait jamais semblant, c'est Evan Fournier. Et quand on l'a vu après le Canada, le lendemain, on s'est dit, ils sont sûrement parlé, ils s'étaient vus, il y avait réunion vidéo, débrief. Evan, je le sentais pas vraiment. Et il nous a pas dit que ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, mais ça se voyait sur sa tête que il y avait quelque chose et que ce collectif ne répondait pas. Alors, on va prendre point par point. Vincent Collet, est-ce qu'il s'est perdu? Est-ce que lui qui avait pris l'habitude dans cette équipe d'avoir un projet de jeu, de faire des systèmes, de bien défendre surtout, est-ce qu'il s'est perdu dans un jeu de basket peut-être trop individualiste? La liste qui est pas bonne. Il s'est perdu déjà sur sa liste, on l'a dit. Mais déjà, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi tu pars à 12 direct? Pourquoi tout le monde sait dès le départ que tu pars? Alors qu'il y ait des tauliers, c'est logique. Mais finalement... Parce qu'en fait, la préparation, vu que les joueurs NBA sont libérés, tu commences que le 28, et il se dit, il y a très peu de temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'instaurer une concurrence sur 8 jours, 10 jours, enlever un certain confort? Parce que ces mecs-là, quand tu es sûr de faire partie de l'équipe, t'arrives, t'es peinard, tu prends tes équipements à la Villa Navarre à Pau, tu fais tes petits entraînements. Est-ce qu'il avait envie d'instaurer cette concurrence sur 7-8 jours alors que la préparation est courte? Je sais pas, mais t'as raison de le mettre en exergue. Peut-être que c'est un problème et qu'aujourd'hui, il faut mettre des mecs en danger, peut-être. Faut mettre des mecs en danger. Alors, je le disais, pour moi, évidemment qu'il y a des tauliers que tu ne peux pas mettre en concurrence. Mais le reste, quand tu regardes ton banc, franchement, Stephen, regarde le banc. Il te fait peur, ce banc-là? Tu penses qu'offensivement, il peut massacrer une équipe? Non, je te parle au niveau mondial. Je te parle pas ça dépend, dans les championnats différents. Ça dépend comment tu les utilises. Moi, je suis désolé, mais un Mousfal, si tu le mets sur le terrain... Pourquoi il n'a pas joué, lui?
Mais pourquoi il n'a pas joué ? Parce qu'il passe derrière Rudy Gobert. Et Rudy Gobert a le totem d'immunité en équipe de France. Que Mais Mousse, offensivement, on sait qu'il peut faire très mal. sauf que cette équipe-là est incapable de donner un ballon proprement à l'intérieur parce qu'on a subi, notamment des Canadiens, on a joué en reculons, on était dos au panier parce qu'on subissait. Donc là, il y a quand même une vraie faillite de jeu, mais je suis désolé, coaching, non ? Mousse Fall, ça fait 2 ans qu'il est parmi les 5 meilleurs pivots d'Euroleague, où il est au Final Four, où les équipes en place mettent des systèmes, ils viennent doubler et c'est un bon passeur, et il arrive là, c'est un vulgaire espoir, Moustapha Fall. Il est traité comme un vulgaire espoir en fait, donc ne le prends pas. Si tu sais pas le faire jouer, ne le prends pas. Ça sert à quoi ? Mais Moussa, je te dis, terminé. Merci beaucoup, bravo. Il regardera ses médailles. Pour moi, c'est terminé. Moussi ne mettra plus. Il ne viendra plus, tu veux dire ? Non, il ne viendra. C'est pas qu'il sera plus appelé, c'est lui qui va être dégoûté de l'équipe de France. Oui. Peut-être que les Jeux Olympiques peuvent il les a motiver. fait à Tokyo. Ouais, mais c'est pas pareil. Là, Je suis d'accord, mais tu sais, Paris, c'est pareil quand même. Non, mais après, on va en parler dans le deuxième débat, mais il va y avoir des choix à faire de toute façon, et particulièrement à l'intérieur. Donc, on verra avec qui il faut repartir. Juste un mot maintenant encore sur les joueurs. On a entendu les déclarations de Nico Batum, très très marquées, mais qui défouraillent à tout va. Alors là, aucun doute sur la sincérité de Nico qui souffre, on le voit, c'est évident. Maintenant, quand il pointe les responsabilités des uns et des autres, parfois de manière explicite, parfois pas, est-ce que c'est pas surtout contre lui qu'il a la haine ? On sent qu'il a la haine, mais est-ce qu'il n'est pas, lui, avant tout marqué par sa compétition ? Nico est déçu de ce qu'il a produit contre le Canada. Nico est déçu, parce qu'on parlait de manque de cohésion d'équipe, il est déçu en tant que capitaine de ne pas avoir su justement remobiliser les mecs. Ouais, parce qu'il parle de 5 semaines de souffrance, quelque part. Donc ça veut dire quelque chose. Il est déçu parce qu'il n'a pas réussi à instaurer un vrai collectif et un bon esprit avec partage du ballon. Donc il y a cette déception-là. Après... tout ce qu'on essaye de trouver comme argument, comme excuse, moi, ça n'explique pas qu'on perd contre la Lettonie et qu'on prenne 30 contre le Canada. Avec les joueurs qui étaient là, et qu'on perd peut-être contre le Liban. Voilà, et Thomas Hurtel, Joel Embiid, qui vous voulez. L'équipe qui est là sur le papier, elle avait quoi faire mieux. Je suis désolé. Perdre contre le Canada, à la rigueur, tu peux perdre, ça ne me dérange pas. Le 30, il est scandaleux. Non, mais 30, l'abandon c'est pas normal. En deuxième mi-temps, il est scandaleux. Perdre contre la Lettonie, alors que tu es à plus 13 ou plus 14, tu dois gagner contre la Lettonie. Et les excuses... Ça peut faire partie des paramètres à mettre en cause pour la suite, pour Paris 2024, mais ça n'explique pas. Oui, mais là, quand même dit, c'est significatif de ce qui s'est passé tout cet été, ce qui veut dire que les problèmes existent aussi en interne. Oui, c'est Fred, ça. Honnêtement, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est quoi l'attitude ? C'est les relations ? C'est quoi ? J'ai l'impression qu'en termes de relations, ça se passe pas du tout bien. En tous les cas, c'est ce qu'il met en avant en disant ça. Pour moi, il explique que pendant tout l'été, c'est pas juste qu'ils ont pris le boulard, c'est pas ça qu'il veut dire ? Je sais pas, mais Arnaud l'a dit, peut-être un peu suffisant, oui. Peut-être un peu suffisant, parce que finalement, tu tapes trois podiums. Peut-être que tu dis, quoi qu'il arrive, on y arrivera et on est au-dessus de ça, etc. Et peut-être que inconsciemment, et c'est un peu de la faute des médias aussi, parce que quand tu lis la une de l'équipe et que tu vois aller chercher l'or, je suis désolé, moi, je suis pas d'accord avec aller ça. chercher une médaille. Il n'y avait aucune raison de ne pas les croire, Arnaud, en fait, par rapport à ce qu'ils ont il fait. n'y avait aucune raison d'annoncer l'or, ça ne s'est jamais fait, et l'équipe n'était pas non plus surdimensionnée. Arnaud répond à ça. Après, quand tu fais 3 podiums de suite, que tu vois que la prépa, de ce qu'on voit, comme quoi il faut toujours se méfier des prépas, ça se passe bien. Je ne veux pas vous dire, mais on est en deuxième mi-temps. Je sais que vous allez nous écouter plus tard, mais on est mené de 10 points contre le Liban dans le deuxième quart-temps. Pardon. Mais c'était compliqué de déceler des signaux d'implosion. Il a fallu attendre le début de la compétition et uniquement la deuxième mi-temps contre le Canada, parce que la première mi-temps est quand même plutôt de bonne facture. On est juste derrière de 3 points. Je parle pas d'implosion, Arnaud. Je parle pas d'implosion. Je parle simplement qu'on s'est vu et on les a fait se croire trop beaux aussi. Non, mais il y avait pratiquement pas d'absents. On était quasiment au complet. Mais non, mais ils ont pas besoin déjà de la tu parles presse avec pour 2 y croire, meneurs. Les gars, non, mais je dis pas que c'est uniquement la faute de la presse, mais les considérer comme Fred, je suis désolé. médaillés d'or potentiel. Moi, je suis désolé. Médaillé, oui. Au même titre que d'autres équipes, Fred, il y avait 4. Mais ça avait l'air tellement facile, ça avait l'air d'être une voie royale. C'est ça qui me dérange. En fait. Oui, on avait l'impression de dire. Moi, je suis désolé, Fred. Personne n'a dit que ça serait facile. C'est pas du tout un scandale de revendiquer d'être champion du monde. C'est un scandale de prendre 30 points contre le Canada et de perdre contre la Lettonie. Il faut pas gérer. Revendiquer d'être champion du monde et de prendre 30 points. En fait, c'est les deux qu'il faut mettre en parallèle. Je suis pas d'accord parce que qui ne l'ait pas vu venir, qui l'a vu venir? Je veux dire, qui serait pas champion du monde? Non, qui serait catastrophique. Il y a une différence entre être champion du monde et être catastrophique, c'est pas pareil. Le problème, Fred, c'est que la vision qu'on a eue, nous journalistes, et on se met dedans peut-être en voyant cette équipe de France trop belle, le problème, c'est qu'il y a des spécialistes, des coachs de grandes équipes qui avaient le même avis que nous, qui voyaient l'équipe de France prétendante à la médaille d'or. Donc ça veut dire que tout le monde s'est trompé. Ça explique pas le fiasco. Il y avait des qualités pour être champion du monde et on s'est craché. Et il faut que je revienne sur un truc. Pour moi,
le plus gros mystère de cette compétition, il va falloir qu'on m'explique ou que je pose la question si je peux, c'est que Vincent Collet, il va falloir qu'il réponde à ces questions. Pourquoi Elie Okobo, starter, deuxième mi-temps contre le Canada? Ça, c'est une très bonne question. Je veux savoir, je veux comprendre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la mi-temps avec Nando de Colo à la mi-temps du match contre le Canada? Il n'y a aucune raison valable, parce que Nando en première mi-temps est très correct, et même s'il est nul, il doit redémarrer la deuxième mi-temps. Non, mais Elie Okobo joue 15 minutes. Ouais, c'est ça. En admettant qu'ils reprennent. En admettant qu'ils reprennent sur le début du troisième quart-temps, en admettant. Sauf que tu vois que ça va pas, tu le changes tout de suite. Jouer 15 minutes de suite. Quelle est la raison pour sortir Nando de Colo de starter? J'entends. Il a certainement ses raisons, enfin, j'imagine. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois que ça c'est catastrophique, bah, tu changes tout de suite. Et c'est vrai que le laisser, c'était bon, ni pour l'équipe de France, ni pour lui, en fait. Ouais, après, il y a des carences dans le staff. On a mal scouté. On a mal préparé les matchs contre le Canada. On a mal préparé. On n'a pas fait les bons ajustements. Et ça, c'est Vincent, mais c'est aussi les gens qui sont avec Vincent. Le Canada, tu sais que c'est le match le plus important qui va déterminer la suite de ta compétition. Tu n'envoies, d'après mes informations, personne à Malaga quand le Canada joue des matchs de préparation. Il n'y a personne en tribune pour scouter cette équipe-là, pour préparer, parce que c'est le match le plus important. Et il y a des carences là-dessus, il faut progresser là-dessus aussi. Dernier point, ensuite on va se projeter sur les Jeux Olympiques en vous demandant notamment s'il faut changer des joueurs, changer de génération, garder les mêmes. Bref, il y a quand même un point qu'on n'a pas évoqué. C'est peut-être pas le plus important, mais ça a été clairement sous-entendu par Nico Batum. Est-ce que Thomas Hurtel, pour vous, ça reste un scandale qu'il n'ait pas été sélectionné pour cette Coupe du Monde? Fred? Qu'il ne soit pas sélectionnable, c'est un scandale. Qu'il ne soit pas sélectionné, ça aurait pu être un choix du coach sans aucun problème. Mais qu'il ne soit pas sélectionnable, c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale? Ouais. On sait pourquoi, parce qu'il est parti jouer en Russie et la Fédé a estimé que, en ayant prévenu avant, parce que chaque joueur avait signé cette fameuse charte, que les joueurs qui allaient jouer en Russie n'étaient plus sélectionnables en raison du contexte politique, évidemment. Mais moi, je ne comprends pas. Personne n'a interdit les personnes à aller travailler en Russie. C'est un travailleur comme les autres. Il va travailler en Russie. Je ne vois pas quel est le problème. En fait, alors je me suis déjà exprimé 850 fois sur le dossier Thomas Hurtel. Tout le monde connaît ma position. Tout le monde connaît mon affection pour Thomas Hurtel, mais pas l'homme, hein, le joueur, surtout le meneur de jeu qu'il est. Si toutes les fédérations de sport collectif avaient fait cette charte, pourquoi pas? Pourquoi le basket? Pourquoi on veut être les chevaliers? On veut être ceux qui lèvent le plus blanc que le blanc. On est le seul, Pierrot. Pourquoi? Explique-moi. Si tout le monde est sur la même ligne, j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi nous, basket, on a décidé de faire ça et se priver de Thomas Hurtel, il n'aurait pas réglé les problèmes d'intensité défensive, de contact et d'agressivité. Sauf que les derniers ballons contre la Lettonie, le problème de l'expulsion de Nando, en revanche. Exactement. Il aurait réglé le problème du backup de meneur de jeu ou même titulaire, et Nando serait peut-être sorti du banc parce que ça a été déjà le cas les années passées, ça s'était bien passé. Donc si tu me demandes mon avis, est-ce que Thomas Hurtel aurait dû faire partie de l'équipe et doit être sélectionnable? Comme l'a dit Fred, il doit être sélectionnable. Il aurait été sélectionné, Arnaud, s'il avait été sélectionnable? Thomas Hurtel? Oui. Je pense que Vincent l'aurait pris. Hein. Oui, surtout que c'est que tu as un joueur qui est quand même apprécié de l'équipe. C'est pour ça que ça suscite aussi tant d'incompréhension et que c'est peut-être notre seul vrai meneur poste 1 d'envergure Euroleague. Nando, évidemment, un joueur calibré d'Euroleague, mais peut-être pas un pur meneur de jeu. Évidemment, Thomas Hurtel aurait été là. Alors, on va s'arrêter une seconde, même si c'est un podcast qui est enregistré. On suit en même temps le match entre la France et le Liban. La France était en train de revenir de son déficit de 10 points, sauf qu'après un panier français, il y a eu une passe qui a traversé le terrain pour un 2 points facile, Stephen. Oui, écoute... Je sais pas quoi dire, mais il s'est passé des choses. Hein. Il y a eu un temps mort très chaud. Vincent Collet qui a mis une avoinée. Bon, on en reparlera. Bref, on parlons de la compétition plutôt que de Saturne. Donc Thomas Hurtel, il aurait été sélectionné pour Arnaud Valadon sans problème. Je pense. On va passer à la suite. La suite, c'est les Jeux Olympiques de Paris dans un an, un peu moins d'un an. C'est Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Tête basse, regard dans le vide, les basketteurs français sont KO debout. Il faut qu'il y ait une grosse remise en question pour l'année prochaine. L'humilité, pour moi, est au cœur de ce qui s'est passé et il faut en remettre. Justement, à un an d'une échéance aussi importante à domicile, il faut essayer de comprendre maintenant avant que ça soit trop tard. Tous, moi-même, je serai remis en cause. On peut tous être remis en cause, du premier, de l'intendant au dernier joueur, en passant par le staff, le management et par, bien entendu, l'attaché de presse. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est la fin d'une génération? Eh ben, c'est une bonne question, Emilien.
Alors, comment rebondir après cette gifle? On va essayer d'être un peu positif parce qu'évidemment, tout le monde rêve d'une grande compétition olympique. Alors, plus du titre, hein, Fred, on va pas, c'est bon, on a compris, tu vas te fâcher sinon, mais d'une médaille olympique, ce qui reste un exploit toujours dans le basket. Cette génération semblait être tout à fait capable de le faire, surtout à domicile. Aujourd'hui, clairement, la France repart de très loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel joueur d'abord? Est-ce qu'il faut faire du ménage? Qui est-ce que vous intégrez? Qui est-ce que vous gardez? Il va falloir me donner des noms, hein. Il va pas être... Il va falloir envoyer des blazes là. Non, mais votre avis, je vous demande pas de couper des têtes, d'être méchant. Je vous demande vraiment votre avis. Quel est le ménage nécessaire, s'il y a un ménage à faire, auprès de quel joueur? Quelle philosophie de jeu? On a entendu Vincent Collet reparler d'humilité aussi, ça va faire partie des questions. Le coach, est-ce qu'on le remet en cause? Commençons par les joueurs. Alors, je peux te dire, Pierrot, il y a déjà Arnaud. peut-être un qui va pas jouer, c'est Eli Okobo, puisque j'ai la confirmation, je viens d'écouter le signal du diffuseur lors d'un temps mort il y a quelques instants dans cette première mi-temps de France-Liban. Vincent Collet parle d'un temps mort, il s'adresse à Sylvain Francisco en disant « N'écoute pas Eli, Okobo, lui, ne veut pas jouer ». Je pense qu'Eli Okobo ne sera pas aux Jeux Olympiques. C'est ça que je te disais que c'était très chaud. C'est une tête de l'art un peu ce Eli, non? Tu sais pas comment c'est passé. Après, on sait pas. Il a un caractère qui peut occasionner ce genre de choses. De sportif de haut niveau. Et donc, forcément, il a un gros ego. Et forcément, il y a des choses qui vont pas lui plaire. Et voilà. Après, t'as raison, on va pas incriminer un joueur sans savoir qu'est-ce qu'il s'est passé, bien entendu. Hein. Mais donc, ça a l'air chaud pour Eli Okobo, au moins sur cette Coupe du Monde. Il a montré qu'il n'avait pas forcément le niveau du très haut niveau. Entre l'Euro et là, ça plafonne. Ouais. Bon, alors après, parlons des cadres de cette équipe. Est-ce que tu remets en question les cadres, Fred, dans la perspective des JO? Déjà, qui tu considères comme cadre? Evan Fournier, Nando De Colo, Nicolas Batum, Rudy Gobert. Et Gershon Yabusele aussi. Honnêtement, je pense que je ne les remets pas en cause dans le sens où je ne les prends pas, mais par contre, peut-être que leur utilisation serait différente. Alors, plus un statut d'intouchable, plus un statut de starter déjà. Déjà, je pense que Nando... Mais qui peut les challenger? Déjà, Nando, moi, je le fais commencer sur le banc. Parce que j'ai un vrai meneur, et à chaque fois qu'on a fait des perfs, il était sur le banc. Donc déjà, tu joues avec Thomas Hurtel. Alors Thomas Hurtel, ou Franck Nilikina, ou Keenan Hayes, ou Andrew Albissi, je sais pas. Chercher. En fait, la problématique de cette équipe, c'est qu'on a l'impression qu'on cherche pas les meilleurs joueurs à chaque poste. Ouais. On cherche que tout le monde s'entende à peu près, et finalement, la preuve, ça marche que très très moyennement. Très bien. Donc déjà, moi sur le poste de meneur, je cherche les meilleurs meneurs possibles. Je cherche la meilleure complicité possible. Nando, je la fais sortir du banc. Peut-être qu'un Nico Batum, je la fais sortir du banc aussi. Ouais. Okay. D'accord. Evan Fournier, je veux que ça soit mon option offensive, mais peut-être pas la numéro 1. Individuellement, c'est pas le plus gros raté de cette Coupe du Monde, quand même. Après, faut voir qui tu mets en 3, Fred. On n'en a pas parlé sur. On n'en a pas parlé sur la première partie parce qu'elle a été très longue, mais il y a aussi un dossier, c'est pas un dossier. Il faut parler d'Evan aussi. Il faut parler d'Evan qui, sur cette compétition, au point de vue du scoring, a été exceptionnel. Il fait une deuxième mi-temps contre le Canada qui est vilaine parce qu'il veut prendre pour lui, parce que ça fonctionne pas, il veut prendre pour lui. Et est-ce que... Je vais le défendre un petit peu, parce que personne d'autre voulait prendre le ballon. Je suis pas en train de le tailler, Fred. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je me pose la question. Tu sais que je suis le premier à avoir des doutes sur Evan Fournier, sauf que sur cette compétition, s'il n'est pas là, qui prend la responsabilité? Mais il y a un dosage, Fred, regarde sur la Lettonie. Arnaud. Il veut sauver la patrie sur la Lettonie, et il y a peut-être un dosage entre les exploits individuels où ton équipe en a besoin et de partager le ballon. Je suis d'accord. En fait, est-ce que c'est le manque de collectif criant qui force Evan à prendre beaucoup de responsabilités, beaucoup de tirs à 3 points, ou est-ce que c'est Evan qui prend beaucoup de responsabilités qui fait que le collectif est si faible? Je sais pas. Evan, il n'a pas joué au basket pendant 6 mois, donc forcément, on connaît son caractère. Il est venu pour montrer que c'était encore un basketteur de très haut niveau, capable de mettre des points. Il l'a fait toute sa vie et il l'a encore fait dans cette compétition-là. Maintenant, il faut apprendre aussi un petit peu à partager le ballon, ce que Evan a eu du mal à faire en deuxième mi-temps contre le Canada. Il est dur, 19 points première, la deuxième, elle est dure. Tu prêches un converti. Mais il faut trouver cette alchimie, cette balance qu'il essaye aussi d'impliquer un peu plus tout le monde, mais tu peux pas lui enlever qu'Evan Fournier est un attaquant XXL. Et qu'il aura un rôle majeur à jouer pour les Jeux. On continue sur cette discussion. Non, il n'y a aucun souci. On continue sur cette discussion. On va passer en revue les autres cas. Mais je vous annonce juste qu'on s'adapte aussi, même si c'est du podcast, à ce qui se passe pendant l'enregistrement. On va vous diffuser le temps mort de tout à l'heure que nous racontait Arnaud. On l'a sorti de l'antenne de beIN Sport. On va vous faire écouter parce qu'apparemment c'est hallucinant. Je ne l'ai pas moi-même écouté évidemment puisque tout ça se passe en
temps réel. Avant cela, Rudy Gobert. Est-ce qu'il y a un problème, Rudy Gobert? Est-ce qu'on peut crever l'abcès? Y a-t-il un problème, Rudy Gobert, dans cette équipe? Déjà, il y a un problème Est-ce que tu as vraiment envie de venir, Rudy? Il s'était posé déjà pas mal de questions pour venir à cette Coupe du Monde. Et peut-être que ça fait partie aussi des choses qui fait que le collectif et que l'entente n'est pas bonne quand un mec est indécis et que tu es obligé d'aller le chercher. Mais moi, pour me faire l'avocat du diable, est-ce que ça te dirait de venir faire une compétition d'athlétisme? C'est-à-dire qu'il fait des allers-retours sans arrêt, il ne fait jamais le ballon. Fred, je veux bien. À un moment, il faut se poser la question aussi, de savoir tu donner viens le ballon que tu à plein imposes intérieur. un préparateur de ton choix qui est intégré dans le staff, il y a des choses aussi comme ça. Hein. Moi, je veux bien défendre Rudy et je l'ai beaucoup défendu. Mais à un moment donné, alors que oui, un big man dépend du joueur extérieur, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que tu t'appelles Rudy Gobert, ça fait 10 ans que tu es dans la ligue, que tu es déjà un joueur réputé, que tu as 0 progression en attaque. Est-ce que Rudy Gobert a progressé en attaque, Fred? Oui, il peut shooter à 3 points maintenant. Tu sais quoi ça? J'ai envie... Pardon. Je suis désolé. Non, alors le tir de Ouattara, c'est le tir de Ouattara au buzzer, mais qui ne sera pas accordé. Même s'il n'est pas accordé, c'est incroyable ce qui s'est passé. De l'autre bout du terrain, avec une trajectoire en plus pas bombée. Il m'a fait peur, Théo. Et la France qui mène d'un point à la mi-temps. Voilà. Il est vraiment après. J'ai jamais vu ça. Non, mais peu importe, le geste technique est improbable. Il est dans sa raquette. Il tire tendu. Tire tendu, c'est pas du tout un tir en tendu. Incroyable, ficelle. Mais pour revenir. Écoute, Ouattara nous aura au moins offert ça dans cette Coupe du Monde. Mon petit coup de gueule là, qui doit avoir lieu après, j'en avais pas. Peut-être. Je vous rappelle juste qu'on suit dans cet enregistrement le match France-Liban. Mon petit coup de gueule. C'est la com et je l'aime beaucoup, le CM de l'équipe de France. Est-ce qu'on a vraiment besoin de saucer Rudy Gobert parce qu'il met des tirs à 3 points à la fin de l'entraînement de l'équipe de France qu'on lui demande, et en disant Rudy Gobert, arrête ta shoot. Moi, Rudy Gobert, pour moi, 0 progression en attaque. 0 progression. Quel move il a amené dans sa bagage technique? On va aller plus loin. Et d'ailleurs, juste Stephen, pour raconter cette petite anecdote, en fin d'entraînement, Arnaud Valadon. Rudy Gobert, au lieu de se chauffer, de jouer des 1 contre 1, on a vu Mathias Le Sort, Gershon Yabusele, se jouer des 1 contre 1 au poste et tout. Rudy Gobert, il fait des tirs à 3 points. Alors, on va aller plus loin. Je vous pose une question. Non, mais attends. Offensivement, j'attends plus. Je vous pose une question. Est-il incontournable, au vu de ce fiasco, bien entendu, pour les JO de Paris, est-il pour vous absolument de manière certaine dans le squad qui ira défendre les chances de la France au JO, sachant que il y a probablement Victor Wembanyama qui va arriver, même si c'est pas le même poste, on est d'accord, mais avec des responsabilités et quand même une présence à l'intérieur. Que Moustapha Fall, même si lui aura peut-être plus envie de venir, aurait pu apporter quelque chose. On a un Vincent Poirier en stock. Vincent Poirier, Mathias Le Sort, je sais pas si on a fait le tour. Joel Embiid. Bon, alors Joel Embiid, c'est encore une autre question. Non, en fait, Rudy Gobert a été très important à Tokyo, aux Jeux Olympiques. Il est fantastique. Il est fantastique parce que j'ai aimé ses flashs dans la raquette que j'ai pas retrouvé. Alors peut-être qu'il a été blasé de ne pas avoir de ballon et qu'il a arrêté de flasher et arrêté de se battre pour demander le ballon. Il est aussi dépendant du jeu collectif. Mais j'ai envie de voir une meilleure implication de Rudy dans le body language aussi. Donc remise en question. Donc à cette question, il est obligatoire qu'il vienne. Après, il y a une remise en question de sa part. Défensivement, je le trouve moins impactant que les années précédentes. Moi, quand j'ai vu Dylan Brooks aller dunker main gauche dans la raquette aussi facilement, en allant aussi vite que toi et moi, c'était chaud. Alors, on va essayer de ne pas faire un podcast de 2h30. Oui, pardon. Nando De Colo. Un mot sur Nando De Colo. Perspective Jeux Olympiques. On ne parle pas de sa prestation. Enfin, on peut en parler, bien sûr, mais dans la perspective JO. Présent, mais changement de rôle. Voilà, sur le banc, changement de rôle sur le banc. Exactement. Yacouba, rien à voir. Gershon Yabusele. Oui. Bah oui, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Il doit même peut-être prendre plus de responsabilités, non? Oui, mais on l'a vu sur le deuxième match face à la Lettonie. Quand on lui donne des ballons, il met des puntos. Sylvain Francisco, Franck Nilikina. Il a 16 points à la mi-temps contre le Liban. C'est le meilleur marqueur français. Ça sera au meilleur la Guirlande. Sylvain Francisco, tu m'as dit quoi? Entre Franck Nilikina et Sylvain Francisco, ils ont eu une année pour prendre la place, non? Ouais, après, je pense que Franck, on se rend pas compte, mais que finalement, peut-être qu'il joue très peu en NBA, mais à chaque fois qu'il est avec nous, il a ces postes d'hybride où il est grand, où il défend fort, qu'il arrive à se libérer offensivement avec nous. Franck Nilikina, pour moi, est un joueur important, je vais pas dire essentiel, mais très important. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment été très touché quand il s'est blessé, parce que je me suis dit qu'on perdait vraiment gros. Victor Wembanyama, qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'il doit apporter? Il doit jouer. Oui, mais avec quel statut, quelle importance dans le scoring, quel niveau de go-to guy? C'est difficile à dire maintenant. Il faut quand même attendre. Il a dit go-to guy. Il faut je suis très sérieux, pour voir où il en est exactement. Mais dans l'absolu, c'est un gars qui est supposé de
devenir le go-to guy de l'équipe de France. avec Il ce est qu'on a très vu, jeune, il n'est pas intégré à on l'équipe doit, de France. on doit lui donner le ballon, on doit avoir confiance en lui, on doit s'appuyer énormément sur Victor Wembanyama. Voilà, tout de suite. Offensivement, Evan Fournier et Victor Wembanyama doivent être Les deux. les leaders offensifs. Oui, c'est Oui, facile à dire, ok, leaders pas de offensifs, souci. mais doivent être les garçons par qui, en attaque, on doit être compté sur eux pour mettre des points. Et quand je dis hier dans le Moscato Show, Victor Wembanyama, il est en partie responsable un peu de ce qui s'est passé. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas joué. Forcément, c'est pas lui qui a perdu contre la Lettonie. Mais qu'on aurait peut-être besoin de lui pour amener cette fraîcheur, pour amener un peu cette nouveauté. C'est sûr qu'il y a Et trouver de l'alternance aussi. Mais voilà, je sais pas, j'ai jamais blâmé Victor Wembanyama, j'ai pas dit c'est de sa faute si on élimine la Coupe du Monde. Je voulais juste dire que le fait qu'il soit pas là, par sa faute ou pas par sa faute, ça, hein, on en débattra peut-être une autre fois, Pierrot. Mais j'aurais voulu qu'il soit là pour justement amener les jeux et amener autre chose, parce que cette équipe elle a besoin d'un peu de nouveauté, Pierrot. Et enfin, dernier dossier, et non des moindres, avant de vous faire écouter le temps mort surréaliste de France-Liban, c'est Vincent Collet. T'es obligé de le garder. Il n'y a même pas de discussion Quelle possible. remise en question? Par contre, modifier autour de lui peut-être Voilà, des choses. peut-être mieux l'accompagner. Je rappelle le coaching staff de Team USA. Alors évidemment, je vais exagérer, mais c'est Steve Kerr, Eric Spoelstra, Tyronn Lue. Voilà, que des champions NBA. Et alors par après, contre, Vincent Collet, il peut pas être champion NBA. on le remet pas, on remet pas en, Et David Blatt qui conseille le Canada, par exemple. on le remet pas en question sur son poste. En revanche, sur ce qu'il a mené jusqu'ici, il parlait lui-même d'humilité, de rigueur défensive. Est-ce que ça, vous croyez que ça peut revenir en un an avant les Jeux Olympiques? Vincent en 2019 avait réussi à se renouveler. Oui, je pense qu'il est capable de se renouveler. Justement, il a pris une claque dans la tronche. Et c'est vrai que beaucoup de gens critiquent son jeu d'attaque sur cette compétition, par exemple, et aussi à l'Euro. Mais quand tu penses à Vincent Collet, tu sais qu'il est capable d'amener un jeu d'attaque cohérent. Il est capable d'amener de la défense. Il a un an pour se remettre complètement en question, pour retravailler, souffler, souffler un petit peu, se reposer aussi, parce qu'il a eu une année quand même compliquée à gérer le cas de Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, entre autres. Honnêtement, moi je suis persuadé qu'il sera bien au JO. Mais il doit faire mieux. Vincent, il doit faire mieux. Il doit progresser sur les schémas offensifs, sur les entrées de système. Il doit progresser sur les options, sur le scouting. Tactiquement, il doit progresser. Il doit être aidé là-dessus. Ouais, mais c'est son accompagnement qui doit progresser là. Parce que le scouting, c'est pas à lui de le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire il doit quand même prendre des décisions sur les joueurs adverses. Il doit prendre des décisions. Mais le scouting, c'est-à-dire préparer tout, préparer les images, etc. Il a peut-être besoin de quelqu'un. Après, il est en fin de contrat en 2024. Voilà, je pense que la page va vraisemblablement se tourner après Paris 2024. Maintenant, les gens qui veulent lui couper la tête, Vincent est passé à côté de sa compétition, il faut le dire, je le répète, Vincent il a du crédit quand même. Il a du crédit. Il a crédit passé, je veux dire, il a accumulé beaucoup de crédit, c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'on arrive à la fin d'une histoire qui arrivera à 2024. Maintenant, qui pour remplacer Vincent Collet sur un coach français à 11 mois des Jeux Olympiques? Non, mais ça serait une erreur. n'existe pas. Il faut prendre un Surtout étranger. un coach libre qui n'est pas en club parce que c'est la condition. Vincent Il Collet ne prendra n'entraînera pas l'étranger parce que c'est pas du tout la façon de faire. Il faut prendre un coach étranger, c'est pas dans l'ADN de la fédération, à juste titre ou pas, mais pour l'instant, on ira avec Vincent Collet à Paris 2024. Alors pour finir, un petit tour de table, est-ce que vous croyez sincèrement toujours à une grande compétition de la France aux Jeux Olympiques, une finale olympique et voire mieux, on ne sait jamais, puisque c'était quand même notre fantasme à tous avant cette Coupe du Monde. Fred? Top 4, oui, sans aucun problème, peut-être même plus qu'avant. Rappelons que c'est une compétition à 12, donc qui est un peu moins relevée, un peu moins, on va dire. Qui est un peu plus simple d'aller en quart que la Coupe du Monde à 32 avec deux phases. Donc oui, vraiment. Oui, c'est un vœu pieux ou c'est une conviction? Je suis persuadé qu'on a des gens intelligents qui sont capables de trouver des solutions. Et des joueurs. Des joueurs qui sont capables de se transcender parce qu'ils savent que c'est leur dernière compétition et qu'on est capable d'intégrer des nouveaux joueurs qui sont d'un talent fou. Stephen, pourquoi pas sur ta composition d'équipe, si Bilal Koulibaly ça se passe bien, pourquoi pas intégrer Bilal Koulibaly l'année prochaine aussi pour mettre un peu de fraîcheur. Mais moi je pense que cette gifle là, elle va peut-être nous faire du bien. Ménage, Elle va peut-être faire du ménage, laver le linge sale, comme on dit, en famille, progresser, s'améliorer. En famille, là, c'est au niveau mondial quand même. Progresser, s'améliorer sur certains points, et je pense qu'au jeu, on sera compétitif. En tout cas, c'est un souhait, bien sûr. Est-ce que tu crois au fond de toi? Oui, j'y crois quand même. J'y crois. Arnaud? Oui, j'y crois aussi parce que on est toujours meilleur quand on est un peu au fond du trou et pas quand on arrive bombant le torse. On n'a jamais été aussi meilleur qu'avec ces incertitudes, ces questions, même nous de la presse, est-ce que vous allez y arriver? Ah mais vous avez raté. Voilà, la Coupe du Monde 2019 en Chine en est le parfait exemple, mais à condition de prendre les bonnes décisions. On parlait de charte pour les joueurs s'engageant de ne pas signer en Russie ou en Biélorussie. Bon, on n'a qu'à faire une charte sur les joueurs, comme disait Nico Batum, ceux qui sont commit, ceux qui sont engagés et prêts à
tout donner pour le maillot bleu. Et, regarde Pierrot, le comparatif, bon, il est peut-être pas bon parce que les Américains sont fantastiques, mais il y a eu une vraie gifle 2004-2006. Ils ont ramené la Redeem Team en 2008 avec Kobe. Ils ont été champions. Ils se sont fait gifler, humiliation en 2019 à la Coupe du Monde. Cette fois-ci, ils ont construit une vraie équipe, pièce par pièce, un vrai puzzle. Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi, ils ont fait une vraie préparation. Et là, ils vont pas être loin du titre. Donc parfois, tu vois, aller toucher le fond, ça permet de réagir et de. Alors avant de parler des autres équipes de cette Coupe du Monde, puisque évidemment c'est un podcast basket, on va aussi parler de cette Coupe du Monde en cours. Un petit bonus, nous allons vous diffuser donc ce temps mort surréaliste dans la première mi-temps de ce France-Liban. Le premier à prendre la parole, c'est Nicolas Batum. Vous entendrez ensuite Vincent Collet. Arrêtez de faire siffler, c'est la première instruction. On pousse la balle, il faut une taille. Lova, il va pas nous marquer 40 points, les gars. Il faut bien que ça soit un bon petit joueur. C'est un gaucher. Quand on est autour, il faut aider. Il n'y a que lui qui joue. Il a passé tout le monde en lui à tour de rôle. Donc il faut faire quelque chose. Et la voir, Sylvain. Détends-toi, d'accord? Écoute pas Elie. Elie, il ne va pas jouer, mais fais pas comme lui, s'il te plaît. D'accord? Oula, oui, d'accord. Elie prend cher là. Elie, et Sylvain, détends-toi. Elie, il veut pas jouer. Il n'écoute pas Elie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Est-ce que Elie Okobo était en train de parler à Sylvain Francisco ou ça fait référence à autre chose, Arnaud? J'ai pas l'image, mais Elie, en fait, Sylvain est à droite de Vincent Collet sur le temps mort et Elie est à la gauche, un petit peu à l'opposé. Et on voit clairement qu'il montre. Et puis de toute façon, Elie Okobo, je regarde les minutes jouées, 9 minutes et il a raté un tir, donc il n'a pas mis un seul panier de la compétition. Ouais, alors donc, et puis les attitudes. Ça boude, rien que ça traduit beaucoup de choses, mais quand on a demandé à Elie Okobo 2 jours avant la compétition de venir devant les journalistes en zone mixte après l'entraînement, il y va en traînant les pieds. Et il le fait bien comprendre. De toute façon, là, on est en direct, ce qui veut dire que Vincent Collet a peut-être jusqu'ici pris sur lui publiquement pour pas enfoncer Elie Okobo, mais là il a son match et là il dit tu t'occupes pas de lui, de toute façon il veut pas jouer. Bon, je pense que ça signifie voilà exactement quelle est la considération de Vincent Collet pour Elie Okobo sur cette Coupe du Monde. À qui il a donné 15 minutes non-stop en deuxième mi-temps contre le Canada, donc ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine confiance à la base quand même. Donc Stephen a levé un problème sur lequel on va enquêter. Il y aura peut-être des réponses dans un prochain épisode de Basket Time. On continue sur cette Coupe du Monde. Melly goes up and my goodness gracious, he killed Melly. Are you kidding me? Here's Vucevic again. Count it! 27. Brooks just goes all the way to the basket. And Canada finally get on the board after little over 2 minutes of play. All those things. Welcome to the world, Shai Gilgeous-Alexander. How easy does he make it look? Mills. Looking for some help? Give me a spell. Wow. Give me a spell! He's got 13! Allez, on continue sur cette Coupe du Monde. On est à peine à la fin du premier tour. On va déjà commencer à parler des satisfactions et des déceptions. Donc, votre coup de gueule, votre coup de cœur. Fred, Veil, c'est toi qui démarre. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement sur ce premier tour? C'est triste, mais le Canada. Bah oui, c'est pas triste. Si, c'est triste. Les autres ont droit de bon. J'aurais aimé dire que le Canada, on les avait rossés et que. Après, sur le papier, c'est une équipe très solide. En fait, c'est ça qui m'a plu. En fait, depuis qu'on fait Basket Time avec Stephen, on parle de cette équipe potentielle du Canada. Mais à chaque fois, Stephen me dit jamais ils viendront, jamais c'est pas possible. Et moi, le premier, je suis complètement d'accord avec lui. Sauf que là, on a l'impression. Alors, il n'y a pas Jamal Murray. Ils sont pas tous là encore. Ouais, c'est ça. Mais on a quand même l'impression qu'on a l'image de l'équipe dont on rêve pour le Canada. C'est-à-dire qu'ils sont agressifs, ils jouent bien ensemble, et ils ont quand même un mec qui était dans le meilleur 5 de la NBA avec Shai Gilgeous-Alexander. Donc je me dis que, franchement, je rêve, comme Erwan Arbotré, d'une finale Canada-États-Unis. Est-ce que, avec Jamal Murray, ils sont qualifiés pour les JO ou ils peuvent se qualifier encore? Ils cherchent la qualification. Est-ce qu'avec Jamal Murray, ils peuvent être champions olympiques? Le problème, c'est qu'avec Jamal Murray, avec Andrew Wiggins et Bénédicte Mathurin, le joueur des Pacers. Donc ils peuvent être champions olympiques, Pierrot, je te le confirme. Oui, mais je pense que cette compétition fera du bien justement aux Canadiens, et peut-être que ces 3 joueurs dont tu viens de donner le nom, peut-être que ça va les motiver à venir en plus. Et là, attention et gros contender. Et puis ils sont là pour montrer
montrer aussi. Ils sont là pour prouver. Parce que souvent, on a dit, le Canada, ouais, ces mecs-là, de toute façon, ça fait un mois qu'ils sont ensemble, ils connaissent pas le basket FIBA, machin. Et là, ils sont en démonstration en disant, regardez, on est tous ensemble, on est venus. Ils cassent des bouches. Hein. Ah oui, parce que le Liban, c'était pas aussi facile que contre la France. Là, hein. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans cette Coupe du Monde jusqu'à présent, Fred ? Alors sur les matchs, l'ensemble des matchs, j'étais plutôt content parce que franchement le niveau est plutôt pas mal. Mais moi, c'est les naturalisations. J'en ai marre de toutes ces naturalisations. Des mecs qui ont aucun rapport avec le pays et qui viennent pour jouer pour ce pays. Il y a 12 pays sur ces 32 qui composent ces équipes de la Coupe du Monde qui ont eu recours à une naturalisation. Alors moi, il y en a plein qui m'ont fait rire. Hein. Alors Spellman, ça m'a fait rire, parce qu'au Liban, c'est carrément le Conseil des ministres qui a déterminé que c'est lui qui pourrait jouer pour l'équipe du Liban. Kyle Anderson, qui s'appelle Kyer Lee, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il a pris 1 million pour jouer avec la Chine. Donc ça devient n'importe quoi. Kyle Anderson, le joueur NBA. Il joue pour la Chine. Ouais. Et quand je vois ça, je me dis que c'est quand même complètement n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est comme dans un club, il te manque un joueur, il te manque un renfort. Vas-y, choisis. Tiens, je vais prendre mon marché. Et vous avez vu les Turcs ? Oui, mais justement, j'allais y venir. Et ce qui me fait rire, c'est que Scotty Wilbekin et Shane Larkin, ils n'ont plus le statut de la nation, de Turc en tous les cas, en Turquie. C'est-à-dire qu'ils vont jouer comme étrangers en Turquie. Alors que jusque-là, ils avaient un passeport. Ils ne sont pas venus en sélection, donc ils sont sanctionnés par la fédération. J'ai cru que tu allais me dire que du coup, ils sont libres, ils vont pouvoir jouer pour une autre nation. Non. En fait, ils ne sont pas venus jouer pour le tournoi de pré-qualification. Donc sanctionnés. Et ils ont été punis. Sans excuse valable pour la fédération. Suspendus 5 matchs de Ligue domestique et ils leur enlèvent leur passeport turc et ils sont considérés comme joueurs américains maintenant. Donc je me dis que j'espère que les gens vont commencer à faire ce genre de choses. Parce qu'il faut se rappeler quand même que la Slovénie a un petit Mike Toby qui ne savait même pas où se situait la Slovénie avant Anthony Randolph en 2017. Bravo. Anthony Randolph, exactement. Excellent coup de gueule de Fred Weiss. Mike Toby ne sait pas où se situe la Slovénie, par contre il sait se situer pour recevoir les passes de Luka Doncic. Plutôt pas mal. Steve, qu'est-ce qui te plaît ? Moi, ce qui me plaît, il y a 2 choses qui m'ont plu. Je voudrais parler pour moi du meilleur match de la compétition que j'ai vu jusque-là, c'est un Australie-Allemagne que j'ai trouvé bien commenté en plus. Bien commenté par Fred, avec la victoire des Allemands dans un match. Pour moi, c'est le meilleur match du début de la Coupe du Monde parce que c'est 2 équipes très fortes. J'ai vu un duel Dennis Schroeder, Patty Mills de très très haut niveau. J'ai vu des mecs impliqués, Patty Mills, attitude remarquable et cette espèce de pas une passation de pouvoir, mais Patty Mills et Josh Giddey, qui est le joueur d'OKC, qui est aussi un peu la nouvelle génération australienne. Je trouve que les deux ensemble, ils sont pas là pour se marcher l'un sur l'autre en disant c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Ils se complètent très bien. Et puis Dennis Schroeder, là, ce mec-là, il est fantastique dans le basket FIBA. Il fait 30 points, 8 passes. C'est le patron d'une équipe qui est toujours contesté en NBA, toujours critiqué en NBA. Oui, toujours a du mal à s'imposer dans des franchises, même si à Atlanta il a été très bon. L'année dernière, il n'a pas de contrat. Il fait médaille de bronze avec l'Allemagne et il décroche le contrat avec les Lakers. Dans l'attitude, je l'ai trouvé très bien. Et j'aime beaucoup les Allemands avec les frères Wagner. Ça joue bien au basket. Et France n'était pas là contre l'Australie. Et France n'était pas là. Et ils ont battu la Finlande mardi matin, sans France non plus qui était au repos. Donc voilà, c'était pour moi le plus beau match de la compète. Un autre petit coup de cœur, c'est Austin Reeves pour Team USA. C'est comment passer d'inconnu non drafté à joueur anonyme parmi tant d'autres dans un roster NBA à superstar, parce qu'aujourd'hui c'est clairement une superstar, Austin Reeves. Clairement. Une superstar déjà des Lakers. Il a fait une saison exceptionnelle aux côtés de LeBron. Et puis à Manille, je ne sais pas si vous avez vu des images, c'est le dernier joueur à être appelé parce qu'il a le numéro 15, c'est le dernier joueur. Standing ovation, c'est le chouchou à Manille, il est fantastique, il fait des très bons matchs de basket et écoute, bravo à lui, belle prolongation de contrat avec les Lakers. T'as pas plu dans cette Coupe du Monde pour l'instant ? Le niveau de l'arbitrage décevant, mais j'ai pas envie qu'on me dise c'est pas pour ça qu'on a perdu, mais il y a quand même une grosse disparité d'arbitrage. Voilà, deuxième anti-sportif honnêtement, ça m'étonne beaucoup. Que toi, tu parles de l'arbitrage. Vraiment, c'est pas du tout mon style. Le deuxième anti-sportif sur Nando, même si ça va pas suffire à expliquer le fiasco des Bleus, elle est quand même scandaleuse, Fred. Ah non, mais je suis pas en train de dire qu'il a tort. Je dis simplement que, déjà, il est coutumier du fait, mais en plus, je pense qu'on ne doit pas être dans cette situation-là au moment où cette erreur d'arbitrage. C'est vrai. Quoique, il y a plus 9 à ce moment-là, je crois, de mémoire. Ouais, donc, je pense que tu en mets 20 à Lettonie, c'est pas grave. L'arbitrage, c'est plus général. Je vois Pozzecco qui se fait expulser parce qu'il y a 4 coups de sifflet, enfin, non-coups de sifflet honteux contre l'Italie. Il y a quand même des arbitres qui sont un temps en dessous. C'est tout le temps comme ça, Stephen, à chaque fois. Bien sûr. En compétition. T'as pas les arbitres Euroleague déjà. T'es obligé de prendre des arbitres de tous les continents. Du Puerto Rico, du Panama. Qui sont un peu plus faibles. Arnaud, à toi. Là, nous avons un Kazakh.
Qu'est-ce qui t'a siffle plu? les Bleus. Écoute, je vais mettre un petit coup de cœur pour la République dominicaine qui, dans une poule, c'est vrai quand même, République dominicaine, Angola, Italie, Philippines, eh bien ils viennent de sortir de cette poule 3-0 avec la première place, portée par Karl Anthony Towns, le coéquipier de Rudy Gobert. Et ils ont battu les Italiens de 5 points, 24 points pour Towns, 11 rebonds, bien aidé par Andrés Félix, le joueur de Badalone en Espagne. Oui. Et on lui adresse les félicitations. Et donc voilà, petit coup de cœur pour la Repdom avec son sélectionneur. On était dans la poule de la République dominicaine il y a 4 ans. Nestor Garcia qui est un fou furieux sur le banc, qui crie, on l'entendait de partout dans la salle. Donc voilà le petit coup de cœur. Et puis aussi merci aux Indonésiens parce que voilà, ils ont quand même bien organisé cette poule ici à Jakarta. C'est pas forcément un grand pays de basket, plutôt un pays de badminton. Mais c'était plutôt rempli. Voilà, au moins des affluences aux alentours de 10 000 places, sauf le France-Canada où il y avait 15 000 places, mais des gens absolument accueillants et adorables. Et le coup de gueule, s'il y en a un, c'est pas obligatoire. Au niveau de l'équipe de France, je les ai eu sous mon nez là pendant ces 3 matchs de phase de poule. Donc oui, non, un niveau de jeu déplorable qui me rappelle l'Eurobasket 2017 qui était ma première compétition à RMC où je suivais les Bleus. C'était peut-être même pire cette fois-ci en termes de niveau défensif parce qu'en 2017 il y avait quand même l'attaque, on avait un gros basket d'attaque mais c'était la défense. Là rien n'allait dans cette équipe de France. C'est Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On a une rentrée chaude bien sûr avec le raté de l'équipe de France et on termine comme chaque semaine par le quiz. Kawhi Leonard. Ah, Carmelo Anthony au Madison Square Garden. Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer. Quel porciné peut shooter sans scrupule Quelle croquette. Commence. Bah, quel salaud celui-là. Un indice, c'est la machine à triple-double. Oh, yeah, Nicolas. Russell Westbrook. Ah, ok, si. Moi, je regarde Abdul-Jabbar, mais. Abdul-Jabbar, c'est bon. Ouais, je suis une merde. Alors, aura-t-on des moments mythiques cette saison? C'est probable, j'essaye en tout cas avec des questions parfois perfides. Cette fois-ci, niveau de difficulté correct, aucun piège. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de piège. Si ça se trouve, vous êtes tombé quand même dans un piège, mais c'est pas grave. Donc le thème de ce quiz, c'est les surprises ou les fiascos. Donc pour un peu sortir de simplement du fiasco, ok? Très très bien expliqué. T'as eu du mal à t'en sortir là. J'ai eu du mal. Donc on va démarrer par demi-finale olympique 2004. L'Argentine bat les États-Unis. Question, qui est le coach des Américains? 2004. Nelson. Non. Pas facile. Doc Rivers. Non, c'est pas Doc Rivers. Mike Krzyzewski. Non, c'est juste. Larry Brand. Larry Brand, excellent, Yes. bravo Arnaud. Il est bon Arnaud, bravo. C'était pas facile. Larry Brand. C'est un ordi. Ouais, c'est ça. Non. Larry Brand qui était ensuite venu consultant de l'équipe de France. Tu vois, quand on lâche des infos supplémentaires comme ça, c'est qu'on a triché sous le nez, ouais. Arnaud. Absolument pas, je suis honnête. Allez, on fait un petit tour de table. Vrai ou faux? Ils ont participé à cette demi-finale. On parle donc de la demi-finale olympique à Athènes entre l'Argentine et les États-Unis. Oui. On démarre avec Fred. LeBron James. LeBron James a-t-il participé, oui ou non, à cette demi-finale? C'est oui ou non, Fred? C'est oui ou non? Faux, c'est vrai, il a joué 3 minutes, donc tu prends pas le point. Luis Scola, Stephen. Oui, c'est vrai. C'est vrai, absolument. C'est trop simple, ça. Tim Duncan, Arnaud. Attends, je regarde. Tim Duncan. C'est faux. C'est vrai, 20 minutes. Carlos Delfino, Fred. Vrai. Vrai, 2 minutes toutefois. Bien sûr. Elton Brandt, Steve. Elton Brandt. Elton Brandt. Alors, pour que tu me sortes un nom comme ça, un petit peu étrange de nulle part, je dirais qu'il a vraiment joué Elton Brandt. Et c'est faux, il n'y était pas. Au frigo. Et enfin, Arnaud. Très bonne blague, il était au frigo, Brandt. Bravo. Il était débranché. Oui. Stephen Jackson, Arnaud. C'est faux. C'est faux, absolument. Arnaud a fait le break. 3 points pour Arnaud, 1 point pour Fred, 1 point pour Steve. Nous allons passer à la France-Grèce 2005. Le traumatisme du basket français. Fred est avantagé donc. France-Grèce et France-Liban, t'étais bien dans les traumatismes du basket français, Fred. Hein. France-Grèce 2005. Je me rappelle pas. Dans le roster de la France, à part Frédéric Fautou, Frédéric Weiss, qui est l'autre joueur qui joue à Pau-Orthez? Laurent Forest? Non. Thierry Gadou? Non. C'est pas évident. Hein. Cyril Junior? Non, c'est un joueur qui n'a pas... Ferchaud. Comment tu dis?
Ferchaud, Non. Cédric Ferchaud. C'est un joueur qui n'a pas vraiment marqué l'histoire de Portez, mais qui a marqué l'histoire de la Pro en revanche. Hein. À Pau en 2005. Bocolo Non. Non. Attends. C'est un mec qui fait de l'équipe de Fred, donc il sait pas Fred. Alors, c'est un mec qui n'a fait qu'une saison à Portez, cette saison-là, justement, 2004-2005. Je peux vous donner ses clubs précédents et suivants. Ça va peut-être vous mettre sur la piste. Il l'a dit, une saison. Juste avant, il est à Strasbourg et ensuite, il signe à Lasvel. Non, Comment tu dis Crawford Palmer. Je pense qu'il est sur la piste, Arnaud. Il a dit qui Juste avant, il est à Strasbourg et après, il est à Lasvel. Et après, il est à Lasvel. Sacha Giffa. Sacha Giffa, bravo Steve. Bravo Steve. Oui, Strasbourg, bien sûr. Excellent. Désolé, Sacha. Alors, on va sortir un peu des fiascos, on va parler des surprises. Énorme surprise à la draft NBA. En 93, le Orlando Magic reçoit le premier choix de draft alors que leur chance d'être premier choix, c'est 1,5%. D'accord ? Qui choisissent-ils ? Qui draft-t-il ? Chris Weber. Chris Weber, oui, il est chaud. Bravo. Chris Weber échangé dans la foulée avec Hardaway. Donc ça fait 3 points pour Steve, 3 points pour Arnaud et 1 point pour Fred. Mais Fred... Les saisons se suivent et ne les se ressemblent. Non, parce que là, Fred, tu vas être réellement avantagé. Nous allons parler de la médaille d'argent au JO de Sydney. Ah oui, encore. Et alors là, encore une équipe avec vous Fred. allez devoir reconnaître la voix des protagonistes de cet exploit. C'est des Français ? C'est des Français, uniquement des Français. Et il y en aura plusieurs. On démarre, premier extrait. C'est véritablement un crève-cœur de jouer cette demi-finale. Alain Weiss, je vous l'accorde à tous les deux, un demi-point pour Steve, un demi-point pour Fred. Deuxième extrait. C'est merveilleux, quoi. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 42 ans que c'est pas arrivé qu'une équipe. Cyril Julien, Cyril Julien, c'est pour Steve. Troisième extrait. On avait 1 heure pour savourer le quart de finale. Là, on a toute une vie pour savourer une médaille. Antoine Rigaudot, c'est pour Fred. Quatrième extrait. Dans ces conditions-là, pour une finale, avec cet c'est enjeu-là... parti chez Fred en premier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Jean-Pierre de Vincenzi. Alors, j'ai un problème. Moi, j'ai entendu Fred partir en premier. En régie, on me dit Stephen en premier. Donne-le Fred parce que donc, c'est son équipe. Je vous donne un c'est son demi-point équipe, chacun et donc vous aurez un point donc avec les 2 demi-points et donc on va faire le compte. Ce qui est sûr, c'est qu'Arnaud n'est pas parti. Hein. Ah non, ça c'est. On va faire le compte. Il y a la distance. Hein. Stephen 5 points, Arnaud 3 points, Fred 5 Ah donc points. Arnaud il a fait 0, il n'a pas mis un point. Ah oui, j'en ai pas mis une dedans. Une question, ensuite il y aura la question multipoint pour finir qui peut tout changer. En NBA, lors de quelle série historique le public s'est-il mis à crier We Believe pour pousser Golden State son Warriors équipe Utah. Non, face aux Dallas. favoris. Warriors Dallas. Warriors Dallas 2007. Baron Davis. Excellent. Je te l'accorde, même si tu aurais pu être plus précis, Pardon. c'est bon. Bravo. We Believe, donc c'était Dallas numéro 1 de la saison régulière, sorti par l'année du titre Golden MVP State. de Dirk. Et donc, ils ont 3 points de retard, Fred et Arnaud sur Stephen. Et voici donc la question multipoint, le plus gros choke peut-être de l'histoire des USA en Coupe du Monde, peut-être. Hein, c'est en 2006, la Grèce de Spanoulis et Diamantidis qui bat la Dream Team en demi-finale. Vous allez me citer un par un, un joueur du roster américain. On ne parle pas des Grecs, d'accord ? On va parler que des États-Unis. C'est Fred qui commence. Salopio. Shortchanitis ? Non, Non, je sais que non, c'est pas grec, je sais, j'ai Il a compris. dit américain. J'ai compris, calme-toi. Fred a le droit de faire des blagues parfois. Ouais. Je me rappelle plus du tout de cette équipe, mais vraiment plus du tout. Alors, Carmelo ? Carmelo, c'est excellent. Un premier point pour Fred. Arnaud. Oh là là. Garnett. Alors, il n'y est pas, donc c'est fini pour Arnaud. Steve. Dwayne Wade. Dwayne Wade, il y est absolument. Un point pour Steve. Fred. LeBron ? LeBron, c'est bon, bravo. Un point pour toi. Stephen. Stephen Brun. Chris Pollux. Chris Paul, c'est bon. Ça fait 2 points chacun. À toi, Fred. Alors, ça devient moins évident, mais il y a des joueurs très connus, hein, des grandes stars.